Alors juste quelques mots d'introduction et Bruno Lechevin, puisque c'est une initiative de l'ADEME, va vous décrire en quelques mots la démarche de ces trophées. C'est donc la deuxième édition et comme je vous le disais, nous allons remettre dans quelques instants 3 trophées. Mais il se passe bien plus que d'infos et d'actions que la récompense, puisque ça porte bien évidemment des actions et des actions qui doivent être partagées au niveau national et aussi au niveau international. Pour la petite histoire, sachez que l'ADEME et l'équipe de Bruno Lechevin a eu l'idée de ces trophées en allant benchmarker en Australie, parce que vous cherchiez un moyen un porte-voix en fait, un moyen d'essaimer et de faire parler les actions de nos territoires. Et en Australie, il existait un concours et vous avez dit, ben chiche, on va le faire ici. Vous nous en parlez? Oui, c'est bien une illustration que on progresse parce qu'on va chercher ce qui est bien ailleurs aussi. Et donc là, pour le coup, c'était avec et chez nos amis australiens. Bon, on ne va pas faire trop long parce que je pense qu'on sature tous un peu. Et puis, il y a une belle soirée qui nous attend et on a soif. Aux Assises, il se passe toujours quelque chose. C'est donc un plaisir pour moi de pouvoir aujourd'hui remettre ces prix. Il s'agit donc de la deuxième édition du concours. On l'avait certainement, vous l'avez tous vu dans la presse, la semaine dernière, 2016, a été l'année la plus chaude que l'on relève au niveau des températures du globe. Et c'est malheureusement, en tout cas c'est comme ça, la 3e année consécutive, la planète connaît un record de chaleur. C'est incontestable, quoi que puissent en dire certains. Et donc nous avons l'obligation de nous préparer à adapter nos territoires aux conséquences justement du dérèglement climatique, tout évidemment en poursuivant et en renforçant évidemment les mesures et les plans d'atténuation. À l'ADEME, l'adaptation au changement climatique, vous le savez, est au cœur de nos missions. Nous participons au développement des connaissances nouvelles via le financement d'actions de recherche et de développement. Nous accompagnons également des collectivités, les collectivités qui ont l'obligation d'intégrer l'adaptation dans leur politique territoriale en mettant à leur disposition des outils pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie ou plan d'action. Sur le terrain, de nombreuses collectivités mènent déjà des actions concrètes pour préparer leur territoire justement aux effets du changement climatique, lutte contre l'imperméabilisation des sols, récupération des eaux fluviales, plantation d'essences forestières plus robustes, construction de bâtiments adaptés à des températures estivales élevées par exemple. C'est pour valoriser, partager et donc mettre en lumière ces bonnes pratiques que nous avons lancé ces trophées. Cette deuxième édition, qui n'est que la deuxième, a déjà connu et encore connu un beau succès avec un total de 31 dossiers qui ont été déposés dans l'une ou l'autre des 3 catégories d'actions que nous allons récompenser. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail des 3 projets exemplaires retenus que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors, comme chaque fois, quand il y a des beaux projets, le choix est difficile pour les membres du jury, car on a reçu de fait des dossiers de qualité. Et c'est pourquoi nous prévoyons de pouvoir les valoriser, de valoriser les coups de cœur au travers d'une publication qui sera éditée indépendamment des 3 récompensés dans le courant de l'année. Nous espérons que ce panorama de bonnes pratiques sera source de motivation, source d'idées pour que là aussi d'autres territoires s'inscrivent dans cette dynamique vertueuse de la transition vers un monde sobre en carbone. Aussi, je tiens évidemment à féliciter tous les participants à cette édition. Vous êtes la preuve que là aussi, les choses bougent dans la bonne direction. L'accord de Paris pour le climat est rentré en vigueur le 4 novembre dernier. C'est une avancée historique puisqu'il reconnaît, c'est la première fois, la nécessité de s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques en promouvant la résilience et un développement bas carbone. C'est donc un signal fort pour que les États s'engagent dans la question de l'adaptation parce qu'il y a urgence, car comme vous le savez, de nombreux pays déjà souffrent des conséquences de ce réchauffement climatique. Nous avons d'ailleurs lancé cette année, avec nos partenaires régionaux, un deuxième concours spécifiquement dédié aux acteurs du pourtour méditerranéen, zone, comme vous le savez, particulièrement exposée aux risques climatiques.
Les différents projets déposés serviront de base à un guide sur l'adaptation en Méditerranée qui pourra là aussi être source d'inspiration pour nos territoires. Les mesures d'adaptation représentent un axe majeur pour lutter contre les impacts du changement climatique. Nous devons agir vite car le temps presse. La mobilisation des collectivités et de tous les acteurs locaux des territoires est à ce titre essentielle. Et comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors ensemble, vous pouvez avancer sur la bonne trajectoire pour converger vers une société plus désirable, plus durable. Encore bravo et merci à tous les participants à ce deuxième trophée. Merci beaucoup. Alors restez avec moi, allez au milieu de la scène parce que c'est vous qui allez bien évidemment accueillir les lauréats. Donc vous avez compris que ces trophées s'adressent aux collectivités territoriales, aux territoires de projet également, aux groupements d'acteurs socio-économiques portés par les collectivités ou encore à l'association d'un acteur socio-économique avec une collectivité. Donc il y a les jeux d'acteurs aussi qui sont récompensés par ces trophées. Et pour chaque édition, donc la deuxième cette année, 3 gagnants sont choisis, 1 par catégorie. Et parmi ces 3 gagnants, il y a le super gagnant, le lauréat. Les gagnants bénéficient d'une participation à la remise des prix dans le cadre de ces assises et le lauréat, le super gagnant, ira partager son expérience lors de la conférence européenne sur l'adaptation du changement climatique et elle aura lieu cette année à Glasgow au mois de juin. Alors, première catégorie, il n'y a pas de classement, c'est la première, l'une des 3 catégories, c'est la catégorie des infrastructures. Je vais appeler les gagnants et vous allez les recevoir, Président. Alors on leur a demandé un truc un peu sympa cette année aux gagnants, plutôt que faire des discours et tout ça, on leur a dit venez avec 2 ou 3 photos qui illustrent votre action. Vous avez le choix. Et si elles sont iconoclastes, c'est tant mieux. Donc ils ont joué le jeu, ils sont chacun venus avec 2-3 photos et ils vont nous les commenter. Le gagnant dans la catégorie infrastructure, c'est un jeu d'acteurs, c'est du travail ensemble. Donc il s'agit de la mairie de Paris et de Paris Batignolles Aménagement, Marie Gantois et Jean-François Danon qui vont nous rejoindre, sous vos applaudissements comme on dit. Bienvenue, bienvenue à vous. Rejoignez Bruno Lechevin, Marie Gantois, responsable pôle climat et adaptation au changement climatique à la mairie de Paris, Jean-François Danon, directeur général de Paris Batignolles Aménagement. Alors, on va passer 2-3 minutes avec vous sur votre expérience et ce pourquoi on vous prime ce soir. On peut nous montrer les photos qu'ils nous ont amenées et qu'ils ont choisies. Je vais vous donner des micros et vous allez nous les commenter. Alors, on est où là? Tenez, les photos sont devant vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors cette photo vous les avez devant vous là. Oui, vous êtes dans le parc Martin Luther King. Donc, il y a 54 hectares sur cette opération d'aménagement et un des éléments majeurs, c'est ce parc de 10 hectares. Et là, vous êtes auprès d'un bassin biotope du parc, juste à côté de la petite ceinture. Voilà, et vous voyez là, l'opération est découpée en 3 parties. Et là, vous avez l'est de l'opération, près de l'avenue de Clichy, qui est aujourd'hui terminée. La suivante? Alors là, c'est également toujours dans le parc Martin Luther King, ce que nous appelons le canal qui longe et qui traverse le parc. Ouais, très bien. Et puis on a une 3e, je crois. Voilà. Voilà, il fait très bon vivre à Paris et dans le parc Martin Luther King. Et vous voyez apparaître 2 bâtiments qui abritent une résidence étudiante. Vous voyez dans le fond. Voilà. Et certainement que les oreilles du professeur Moreno doivent siffler parce qu'on a là un exemple de transformation urbaine pour la transformation et la transition énergétique. Il y a quand même des chiffres qui montrent que ces opérations-là sont vitales pour nos territoires et pour Paris en particulier. D'ici à la fin du siècle, le climat de Paris va évoluer avec une évolution à la hausse des vagues de chaleur
plus 10 à 25 jours de canicule par an qui sont prévus. Des épisodes de pluie intense, plus 10 à 15% de jours d'orage en moyenne par an. Et aussi de sécheresse dans les mêmes niveaux. Donc clairement, j'en ai d'autres, des indicateurs que vous nous avez fournis, clairement, c'est vital d'entreprendre ça. C'est votre politique à la mairie de Paris. Vous nous en dites 2 mots ? Ça fonctionne ? Ça fonctionne. Oui, effectivement. Donc, pour décliner le plan climat-énergie de Paris, dans le volet adaptation au changement climatique, il y a la stratégie d'adaptation de Paris qui a été publiée en septembre 2015. Qui comprend 4 grands chapitres. L'aménagement, donc construire la ville de demain, c'est l'un de ces grands chapitres. Et donc là, avec l'écoquartier Clichy-Batignolles, on est vraiment dans une exemplarité assez incroyable et une mise en œuvre de l'adaptation. Et les 3 autres chapitres sur la stratégie d'adaptation sont tout ce qui est protection, gestion de crise, anticipation de la raréfaction des ressources, et le dernier sur le lien social, les solidarités intergénérationnelles, les coopérations. Et vous prenez en compte ces défis climatiques dans ces opérations d'aménagement avec cet exemplaire, j'allais dire, de l'écoquartier de Clichy-Batignolles. C'est votre feuille de route. C'est notre feuille de route. Donc, quelques éléments. Donc, une des forces, c'est le parc de 10 hectares. C'est 15 000 mètres carrés de toiture végétalisée et tout ce qui est îlot a également été consacré à cela. Et puis, sans être trop long, donc le parc, c'est le vrai climatiseur et on l'observe déjà. Il y a 7,5 hectares qui ont été faits et on l'observe lors des périodes chaudes de l'été. Et puis, toute une stratégie que d'autres, et on est content d'être ici, puisque comme vous le dites, Monsieur le Président, ça permet de se confronter sur les bâtiments et en quittant l'hiver et en allant vers l'été, une des forces, c'est qu'il n'y a pas de climatisation. Il n'y a aucune climatisation dans les bureaux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces bâtiments ont trouvé preneurs et vraiment avec un grand engagement des partenaires privés. On peut vous applaudir, bravo, merci. Alors, on va vous remettre votre trophée. Allez là devant pour la photo, bien évidemment. Voilà. Pas une petite bise, Président ? Ah ben voilà. Et on vous applaudit encore bien fort. Félicitations, félicitations. Ben restez là, restez là. Alors, je ne sais pas s'il y aura des chaises pour tout le monde pour la fin, mais si, restez là. La catégorie écosystème et ressources naturelles, le gagnant, c'est la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, représentée par Sophie Drey, directrice du pôle développement durable. Bienvenue, madame, et on vous applaudit. Allez-y, installez-vous. Une action pour rétablir le fonctionnement naturel du littoral et aussi expérimenter la relocalisation des activités et des biens sur ce territoire. Vous avez amené quelques extraits de votre album photo. On peut voir la première photo. Ah ouais, ça le fait. Alors on est où là ? Donc là on est au niveau de la commune de Vias, qui est une commune qui se situe dans le département de l'Hérault, donc sur le littoral languedocien, qui est un littoral sableux et qui est fortement concerné par le phénomène d'érosion avant d'être concerné par la submersion marine. Et avec des constats d'amplification des phénomènes avec le changement climatique. C'est ce qu'on attend effectivement là tout de suite, c'est vraiment l'érosion qui est une problématique dans un secteur où il y a de nombreux enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Et avec le temps, en ayant de moins en moins de plages, forcément, les changements climatiques vont venir encore plus impacter ce secteur. Photo suivante. Donc vous avez le même secteur sur une période de décembre où il y a eu un coup de mer et où donc les propriétaires qui s'étaient protégés chez eux à l'époque avec des enrochements, ces enrochements viennent renforcer le phénomène des coups de mer et de plus en plus arracher le sable. Et donc on voit que les petites poches de sable diminuent au fur et à mesure sur ce secteur qui accueille quand même 14 campings et plus de 25 000 personnes l'été. Donc c'est
il y a une forte activité touristique et pourtant, voilà, c'est un secteur qui est fragilisé. Et votre troisième photo? Donc là, c'est la première phase de travaux que nous avons mis en place. Donc l'idée, c'est de reconstituer le fonctionnement littoral, donc avec un cordon dunaire qui est aménagé, une plage et aussi des barres avant-côte. C'est tout ce système qui va venir protéger le secteur, y compris lors des coups de mer. C'est le fonctionnement naturel qu'on essaye de remettre en place. Avec un taux moyen de recul de plus d'1 mètre par an, hein, 1,35 m? 1,35 m, voire 2 mètres par secteur. Ah, dites donc. Alors, comment on prépare? Comment on anticipe? Comment on organise les actions pour pallier ce phénomène? D'abord, en mettant en œuvre cette action, qui est une action de longue haleine, il y a 3,4 km de littoral à aménager. À ce jour, on n'en a aménagé que 900 mètres linéaires, donc il y a encore du travail. Et puis, dans un deuxième temps, nous travaillons sur un schéma d'aménagement de tout ce secteur-là, que l'on appelle plan guide, que l'on mène dans le cadre d'un appel à projet national sur la relocalisation des activités et des biens. Donc on voit sur le terrain toutes ces problématiques. Juridiquement, il en existe d'autres. Il y a la loi littorale qui s'applique, il y a un PPRI qui met toute cette zone en rouge, donc c'est pas facile d'aménager. Et donc on avait besoin de se retrouver dans une situation où on pouvait réfléchir, mais de façon innovante. D'accord. Pas en étant bloqué par rapport à tous ces aspects réglementaires. Alors, les uns les autres, hein, ça vaut aussi pour le premier exemple. Vous vous attaquez à des surfaces d'ampleur. Hein. Je crois que vous, c'est 10 hectares, 50, oui, un parc de 10 hectares et 54 hectares d'écoquartier. Hein. Bon, c'est quelque chose. Hein. Vous, plus de 3 km, avec une spécificité chez vous, c'est que l'été, la population explose. On accueille sur ce littoral combien de personnes l'été? Sur ce secteur à gros 400 hectares, on a plus de 25 000 personnes l'été. C'est en gros 500 personnes l'hiver et 25 000 l'été. Alors, aux 500 plus 25 000, est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce qu'on peut les sensibiliser? Je pense changement de regard, changement de comportement dont on a parlé hier. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Là, donc, on voit qu'il y a de très nombreux acteurs avec des enjeux différents pour les uns ou pour les autres, autant pour les personnes, pour les activités, donc les campings, que pour les plus de 3000 parcelles, donc propriétaires, les acteurs publics. Donc ce que l'on a mis, l'étape qu'on a réalisée, c'est d'abord une concertation, donc toute une démarche patrimoniale pour impliquer les acteurs, pas tout le monde bien sûr, il y a des groupes qui se sont constitués avec des représentants, et à la suite d'audits, de séminaires par groupe d'acteurs et par thématique, on est arrivé à se mettre d'accord sur la gouvernance à mettre en place pour continuer à travailler ensemble, co-construire le projet, le partager, et pour que voilà, tout le monde comprenne les enjeux qu'il y a sur ce secteur-là. Et si je viens à Vias en vacances l'été prochain, qu'est-ce que vous allez me dire? Comment vous allez me sensibiliser? Alors là, tout de suite, on a des commissions thématiques qui sont organisées. La deuxième étape, ça sera d'élargir la communication à un public plus large, parce qu'effectivement, le plan guide est encore en cours de réalisation. Donc il y aura des outils quoi, de communication auprès de ces publics. Très bien. On l'applaudit encore. Enfin, elle et l'équipe, bien évidemment. On va vous remettre votre trophée avec la photo qui va bien. Voilà. Félicitations. Encore des applaudissements, s'il vous plaît. Non, mais des vrais, quoi, pas des trucs de préfecture. Là, Voilà, super. Merci, restez avec nous, madame. Alors, la troisième catégorie, organisation du territoire et mise en œuvre de politiques publiques, avec un gagnant qui, je vous l'annonce, est le lauréat de cette deuxième édition. Et il s'agit du parc naturel régional du Vercors. Nous accueillons Fabien Bulic et Emmanuel Jean-Jean. Bienvenue, messieurs. Oh, j'aurais pu rester debout. Merci, Julie. Venez vous installer. Alors le sujet, le point d'entrée, c'est la diversification de l'offre touristique et de l'activité économique d'un territoire qui est
en moyenne montagne. Fabien Mulic, vice-président délégué à l'environnement du parc naturel régional du Vercors, vice-président aussi du département. Emmanuel Jean-Jean, chargé de mission énergie et mobilité. On va vous entendre dans quelques instants, mais là, nous, on a fait un film sur votre projet, votre réalisation, votre conduite de projet également, et on le découvre. Le Vercors est un territoire de moyenne montagne et les principales activités du territoire sont le tourisme, la sylviculture et l'agriculture. On peut déjà mesurer les effets du changement climatique sur le territoire du Vercors. On a mesuré plus de degrés d'augmentation de température sur les 60 dernières années et environ moins 25% de cumul de neige sur l'année. Donc dans la charte du parc naturel régional du Vercors approuvée en 2008 par les communes, les départements et la région, se trouve un objectif opérationnel qui est la diversification des activités touristiques dans un contexte de changement climatique. Donc le parc naturel régional du Vercors a un rôle de chef d'orchestre entre des politiques contractuelles qui permettent de mener des actions concrètes sur le territoire et un travail avec le milieu de la recherche pour prendre un peu de hauteur de vue et anticiper les effets du changement climatique sur le territoire du Vercors. Météo France est partenaire du projet Adamant. Dans ce cadre, il a réalisé des projections à partir des scénarios du GIEC. La variabilité d'une année à l'autre reste très importante et cette variabilité tend à masquer la tendance de fond, notamment en ce qui concerne les températures. Donc le projet Adamant s'attache à recenser les impacts, la vulnérabilité et les marges d'adaptation. Et pour cela, on a réalisé un certain nombre d'ateliers thématiques, pas simplement sur le tourisme, mais aussi sur l'agriculture, la forêt, la gestion de l'eau et les risques. Le changement climatique ainsi que la mutation des attentes clientèle font que le modèle économique basé sur le tout-neige est aujourd'hui obsolète. La diversification touristique, ce n'est pas seulement trouver des activités de substitution à la neige, mais c'est bien faire évoluer les modèles économiques, accepter le fait que le potentiel de développement économique se situe l'été et non plus l'hiver, et que chaque euro investi doit servir neige et hors neige. Les projets sont nombreux, notamment dans le domaine culturel, avec la création du Centre culturel européen de la montagne à Autrans qui accueille le Festival du film de montagne. Dans le domaine de l'artisanat et des produits locaux, un projet de route des savoir-faire qui permet de valoriser ces produits et de leur donner de la lisibilité. Et puis dans le domaine des mobilités douces, la création d'itinéraires de déplacement doux comme la Via Vercors qui relie les 7 villages du territoire des 4 montagnes. Cette démarche de diversification touristique animée par le parc du Vercors permet de fédérer l'ensemble des acteurs et ainsi de faire émerger une marque de territoire, Inspiration Vercors. Donc les facteurs de succès de notre démarche, c'est évidemment l'implication de tous les acteurs, toutes les parties prenantes du territoire dans les projets, de manière à favoriser la prise de conscience, un soutien politique fort et évidemment des moyens financiers. Moins 25% de hauteur de neige en 50 ans. Je demandais à Emmanuel s'il y avait de la neige en ce moment. Vous me confirmez, Emmanuel? Prenez le micro. Oui, alors les vacances de Noël ont été un peu compliquées, effectivement. Ah ouais, on a vu. Ouais. On était plutôt à faire des balades au soleil dans l'herbe, mais la neige est arrivée là depuis une dizaine de jours, donc a priori la saison des vacances d'hiver peut être assurée. Vous voyez ces 3 exemples et celui-là en particulier, des faits de transformation du territoire, de la ville, des paysages énormes. Et les actions, elles doivent être macro, globales et englobantes également. Alors on a presque tout compris dans ce film, peut-être un ou 2 points de complément. Quel a été l'élément déclencheur de cette dynamique que vous avez mise en place? C'est vous qui répondez? Je vais répondre, oui. On a mis quelques images de neige et de sport d'hiver, d'activités nordiques, parce que bien évidemment,
Le Vercors est De un fromage massif, également et est un massif de préalpin. jambon. Donc l'activité principale, hein, Ouais. c'était le tourisme blanc, hein, c'était la neige. Et il faut aujourd'hui accepter les choses et puis s'adapter à ce changement climatique qu'on ne peut plus nier. Et il a fallu diversifier les activités. Ouais, mais comment on dit, allez, on prend le sujet et on lance une grande action 360. Comment ça se passe, ça? Comment ça se passe? Ça se passe par l'acceptation de la diversification. Et une diversification du tourisme qui doit être acceptée dans le temps. Ce n'est pas un plan de sauvetage pour une mauvaise saison de neige. Ah, d'accord. C'est pour l'avenir. Et c'est là où on se dit finalement, il n'y a pas que la neige, on a aussi quand même une agriculture de qualité avec des bons produits locaux. On a des paysages remarquables. Il y a plein de sports qui sont possibles autre que le ski. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en avant. Et ça marche parce qu'aujourd'hui, on a fait autant de nuitées hors neige que pendant la neige. Et c'est un vrai bon début. Et finalement, vous êtes en train de complètement revisiter votre modèle économique, qui était fléché neige. Et là, on le réinvente. C'est tout à fait ça. Si on veut conserver, garder une montagne vivante et habitée, eh ben, il faut changer de direction. Et c'est cette option qu'on a choisie. En découvrant, ouais, bravo. En découvrant vos 3 exemples, on comprend la prégnance des messages qu'on partage depuis le début de ces assises. Alors, c'est déjà visible, là, tout ça, sur le terrain? Déjà des trucs à voir, à part le fromage et... Oui, ben en termes de... Jambon, il faisait envie. Hein. On a des bons produits locaux, mais effectivement, en termes d'action, on a, par exemple, dans le cadre du programme POIA, là, financé par le Massif alpin, des fonds européens et régionaux, on a pu développer, par exemple, une piste de mobilité douce qui relie les villages des 4 montagnes sur 40 km. Donc ça, c'est un projet qui fonctionne l'été, qui a une bonne fréquentation. On a déjà eu plus de 20 000 passages là, sur la saison dernière. Et puis, vous l'avez vu dans le film aussi, par exemple, le centre de la montagne d'Autran, c'est aussi un projet emblématique parce que ce n'est pas qu'un projet culturel, c'est aussi un projet de diversification économique qui nous permet aujourd'hui d'accueillir des congrès, des séminaires avec une salle de 400 places qui a été créée, etc. Donc on est vraiment sur de la diversification économique. La transformation. Absolument. Bonne chance à vous, Président. Vous leur remettez le trophée, puis il y a un autre cadeau pour eux que je vais vous amener. Voilà, on va faire la photo. Hop. Attendez. Voilà. Ouais, ils sont venus à 2, hein, donc... Voilà, on vous applaudit encore. Et je propose aux autres de revenir, comme ça on va faire la photo avec les gagnants et lauréats de cette 2e édition de ce trophée. Et vous pouvez encore les applaudir bien fort. Mais nous, la petite musique dans le fond, là, c'est sympa. Voilà. Alors c'est bon ? Ça va, Monsieur Pignon? C'est bon. En route pour la 3e édition? Oui, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle est programmée. En tout cas, il y a quelqu'un qui dans la salle peut me donner la date? Non, pas. Bientôt. Voilà. D'accord. Bonne soirée à tout le monde et on se retrouve pour la fiesta. Bien sûr. Bonsoir et encore bravo à vous. Et bonne chance surtout pour vos projets. Hein. Parce que l'histoire n'est pas terminée, elle commence. Bonne soirée à vous tous. On se retrouve effectivement pour la fiesta, comme nous l'a proposé Bruno Legevin. Bonne soirée.